Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Patrick. Évidemment, vous êtes l'éditorialiste du Point. Et puis vous aviez publié, Tragédie française, histoire intime de la Ve République, 3e volume chez Gallimard. C'est un magnifique bouquin, il faut quand même toujours le redire. Et bien là, vous venez nous parler de Donald Trump et qu'est-ce qui se passe. Vous nous aviez décrit ce type, on dit qu'il est fou, il est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il va reculer sur ces histoires de droits de douane ou est-ce qu'il va créer une récession mondiale? Fou, c'est pas le mot que j'emploierais. C'est plutôt, il est un peu braque, vous voyez. Branzin, c'est une expression, je trouve, ça lui va assez bien. C'est-à-dire lunatique aussi. Il a des idées bizarres, qui sont d'ailleurs des obsessions depuis longtemps. Et aujourd'hui, après le triomphe qu'il a eu quand même à l'élection présidentielle, il se croit autorisé à, disons, à faire son programme, à faire ce qu'il a toujours dit. C'est-à-dire, voilà, il faut bloquer les frontières. Le droit de douane, il a dit, c'est le plus joli mot de la langue anglaise. Ça, il a dit. Mais enfin, bon. Oui. C'est une sorte de suicide. On sait très bien que le protectionnisme, ça ne marche jamais. Je dis, c'est le socialisme des imbéciles. C'est-à-dire, on croit qu'on va... d'ailleurs, c'était le programme un peu du nouveau Front populaire, il faut dire. On croit qu'on va s'en sortir en fermant les frontières, mais ça marche pas comme ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait ça. D'ailleurs, c'est un grand... Il est souvent cité dans les livres d'économie, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ancien ministre de l'Agriculture de la Troisième République, Jules Méline, on appelle ça le mélinisme, ministre de l'Agriculture. Et pour sauver l'agriculture, il a élevé les tarifs douaniers de tout ce qui venait de l'étranger. C'était une catastrophe pour l'agriculture française. Oui. Donc, je pense que toutes les entreprises, à partir du moment où elles sont privées en tout cas, surtout quand elles sont publiques aussi d'ailleurs, mais enfin ça c'est une blague en passant, mais elles ont besoin de concurrence. Voilà. Et simplement, évidemment, il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que, les échanges, ils se font quand même sur des bases correctes. C'est vrai que il y a du dumping en Asie. Les salariés qui fabriquent des bagnoles en Chine sont très mal payés. Et donc, évidemment, ils peuvent plus facilement nous inonder. Là-dessus, il faut discuter. Il faut effectivement... Donc on peut discuter, évidemment. D'ailleurs, attendez, moi je suis, là, on voit bien suis pas pour le libre-échange absolu et total. Il faut que ce soit... le libéralisme, ça marche quand il est contrôlé, quand il est régulé. Non, pas quelque part. Parce qu'on ne fait pas ça comme ça. C'est grotesque. Cette espèce de guerre commerciale au monde entier. Non, mais ça va pas du tout. D'ailleurs, regardez, même ses meilleurs soutiens, comme Elon Musk, sont quand même très gênés aux entournures. Oui. C'est pas parce qu'il a perdu de l'argent, à mon avis. Mais il se dit, ce type... C'est-à-dire tous les milliardaires... Alors, Musk a envoyé un tweet, il faut dire quand même un mot. Un tweet très, très drôle. Oui, bon. C'est une leçon de choses du prix Nobel d'économie Milton Friedman, qui est une merveille parce que c'était, un très grand vulgarisateur, Milton Friedman. Il était très connu dans les années 70 et 80 à la télé américaine, il passait tout le temps, et il vulgarisait un peu à la manière d'un professeur. Et là, il était avec son crayon, et il explique, en fait, la nécessité du libre-échange et du marché mondial, parce que le crayon, un petit crayon tout petit, il est composé de bois qui vient vraisemblablement des États-Unis, mais la pointe noire, elle vient forcément de... il n'a pas l'air de trop savoir, d'ailleurs. Mais enfin, on voit que tout vient de pays différents. C'est ce que dit, c'est ça. Donc c'est Musk qui cite ça. Oui. Il envoie à son ami Trump. Il poste un petit message subliminal pour lui dire, attends, t'es en train de faire des grosses conneries là. Parce que au fond, il adopte une politique qui n'a jamais marché nulle part. C'est-à-dire que le protectionnisme, ça ne marche pas. Il y a toujours un exemple aussi dans l'histoire. C'est le communisme. Les communistes étaient en général protectionnistes, évidemment. Vous voyez l'échec économique que ça a été. Mais il y a la caricature de l'échec économique, c'est l'Albanie. L'Albanie fermait les frontières complètement. C'était un désastre, ce pauvre pays. Il a beaucoup souffert. Là, est-ce qu'on peut se passer du marché américain? Parce qu'en fait, il veut faire payer un ticket d'entrée. Il veut obliger ceux qui viennent s'installer ou vendre de payer. Vous avez raison. Est-ce qu'ils ont le choix? Vous avez raison, c'est-à-dire que la première fois, c'est ce qu'il a fait. Lors de son premier mandat, il a mis des tarifs douaniers, puis après on discute. Et c'est vrai que c'est son système. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément protectionniste. Enfin, je me demande, quand on voit quand même ce projet, s'il ne l'est pas. Mais moi, je me souviens à l'époque, j'écrivais des éditos dans Le Point en disant c'est affreux, protectionnisme. Et puis au fond, non, il a rediscuté. Et puis après, on ne croit pas à là, c'est du bluff ce qu'il est en train de faire. Non, mais là, c'est tellement énorme. C'est beaucoup trop. C'est énorme. Enfin, c'est complètement dingue par rapport à ce qu'il a fait la première fois. Plus de 10% pour les Chinois. Je pense qu'il est plutôt là dans ce qu'on peut appeler le mercantilisme. C'est-à-dire, c'est une sorte de protectionnisme un peu adouci, vous voyez, où on discute
discute. Non, mais attendez, là, je dis une erreur, mais plus de 100% pour les Chinois s'ils renchérissent là. Ouais, mais ça, c'est pas possible. C'est forcément de la discussion. Puis alors là, il a quand même tous ses copains des GAFAM qui vont quand même dire là, mais là, ça va plus, Coco, là, on peut plus te soutenir. Non, il y a quelque chose, si vous voulez, chez lui, d'abrupt. Il est tellement sûr de lui. On a l'impression qu'il n'est pas sensible même au raisonnement. Mais là, d'ailleurs, il s'en rend compte. Vous savez, il a toujours regardé la bourse. Ça m'a frappé, ça. Souvent, Bah, la bourse, elle lui envoie un message. Là, c'est même encore ces dernières semaines, il sort des mesures, il dit des choses, la bourse s'écroule, immédiatement, il s'adapte. Bon, là, il appauvrit le pays si ça continue un peu trop longtemps. Enfin, il va y avoir de bourse... l'inflation, des fermetures de évidemment, usines. évidemment. Oui. Et bon. Et puis, de toute façon, sur le fond, évidemment, il y a les Américains qui sont pour. Et d'ailleurs, derrière ça, si vous voulez, il y a le souci chez lui, parce que tout n'est pas idiot. Il faut réindustrialiser les États-Unis. C'est vrai aussi de la France, la pauvre France là-dessus, qui s'est désindustrialisée énormément au cours des dernières décennies. Donc, il faut faire revenir les entreprises. Parce que c'est vrai que, vous avez par exemple le cas du Mexique, je crois que c'est 150 milliards de déficit avec le Mexique, qui n'est quand même pas un immense pays, 150 milliards de déficit avec le Mexique. Bon, pourquoi ? Toutes les usines sont au Mexique, et puis ils vendent leurs produits, ils sont à 20, 30, 50 kilomètres, et ils vendent leurs produits. Un peu ça oui, mais ça peut pas marcher trop longtemps. l'Amérique. Oui, mais ça, il faut... Non, mais c'est pour ça qu'il faut discuter de temps en temps avec un bâton. Mais là, vous pouvez pas faire la guerre au monde entier. Mais c'est ça qui est grotesque dans ces mesures. Oui. Enfin, c'est comme un film. On a l'impression d'un film comique. Sauf qu'il y aura évidemment derrière beaucoup de dégâts. Mais ça ressemble à y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi. Il va tenir ça. Il dit qu'il veut pas lâcher là-dessus. Jamais il ne va lâcher. Voilà, on a. Alors. Le problème de Trump, si vous voulez, c'est que pour l'instant, il est grisé par son succès. On peut même parler de triomphe, mais en même temps, c'est les États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a une règle. Vous savez, moi, j'étais correspondant là-bas. Il y a ce qu'on appelle la règle l'état de grâce. L'état de grâce, honeymoon, ils appellent ça. Et c'est lune de miel. Et les gens adorent le président. Pendant 3 mois, il fait à peu près ce qu'il veut. C'est-à-dire 100 jours. On arrive à la fin des 3 mois. Et à partir de là, tout le monde canarde. Et puis, vous avez derrière les élections, enfin la moitié de la Chambre des représentants qui est renouvelée, une partie du Sénat également. Et là, ce qu'on appelle les élections midterms, et je vais vous dire, elles vont pas être bonnes. Ça, je sais d'avance. Parce que, de toute façon, il ne peut pas gagner à moyen terme. L'opposition est en train de se réveiller. Et comme il y aura forcément des difficultés, parce que ce qu'il a fait là, il a enclenché une espèce de mécanisme qui a perturbé complètement tout le système. Je pense qu'il y avait des choses à faire, notamment avec la Chine, rediscuter, parce que la Chine, c'est mieux quand même de commercer avec elle d'égal à égal. Vous savez très bien que c'est pas le cas. C'est pas le cas d'ailleurs ici en Europe. On va parler de la réaction d'ailleurs de l'Europe. Non, on peut être un petit peu. Je suis pas du tout anti-chinois. Je trouve et c'est très bien tout ce qu'a fait la Chine, etc., qu'elle se développe. Mais en même temps, ça peut pas être totalement à nos dépens. Hein, vous vous souvenez de 1981, la relance par la consommation populaire. Bon, c'était la première mesure de la gauche. Évidemment, la Chine s'est goinfrée avec parce qu'elle a vendu ses produits à ce moment-là. Et si vous voulez, nous, on a tendance un peu à lui faire des cadeaux. Il faut peut-être discuter avec une main un peu plus ferme. C'est-à-dire qu'au fond, Macron, l'Europe ne sont pas assez fermes là aujourd'hui parce qu'ils veulent éviter l'engrenage. Ils le sont un peu, mais d'abord ils sont un peu divisés. Il faut jamais oublier que l'Europe elle est constituée de pays qui ont un déficit du commerce extérieur épouvantable comme le nôtre. Il a descendu, donc on se vante parce on est descendu à 80 milliards. Mais enfin, c'est affreux. C'est affreux par rapport à ce qu'on est, c'est affreux. Et de l'autre côté, vous avez des pays qui sont exportateurs, comme l'Allemagne et l'Italie. L'Italie qui est devant nous en matière d'exportation. Elle fait rentrer de l'argent parce qu'il lui reste des bases industrielles. Et ce qui est important, évidemment, mais c'est vrai pour l'Amérique, c'est vrai aussi pour la France, il faut réindustrialiser. Mais Joe Biden, le prédécesseur de Donald Trump, il avait commencé ça. Il avait commencé avec de l'investissement. Il s'était endetté, mais pas bêtement, lui, intelligemment, contrairement à nous, pour investir sur l'industrie. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Mais c'est pas vrai ce que dit Trump, qui dit le Biden, il vous a roulé, il a roulé l'Amérique. L'Amérique s'est fait avoir. Mais parce qu'il a des éléments de langage. Ils en ont profité parce que Biden était incapable, et donc ils se sont goinfrés sur nous. Biden, enfin Sleepy Joe, enfin tout ça. Non, mais c'est de la propagande. Enfin, encore que le pauvre Biden, la fin de mandat, il était quand même plus que fatigué. De toute façon, il pouvait pas. Je pense qu'il aurait emporté s'il avait été en forme, parce que justement, il incarnait. C'était pas, comment dire, Kamala Harris, c'était
vraiment l'anti-Trump, et c'était aussi la wokiste. Elle disait elle-même qu'elle était wokiste. Joe Biden, c'était plus compliqué que ça. Et l'école bleue, les prolos de tous ces États comme la Pennsylvanie, les États industriels, ils étaient un peu partagés. Alors que là, c'est vrai ils sont partis chez Donald Trump. Oui, mais là, est-ce que Trump... Parce que là, il y a du bluff, oui, et ça va pas arriver tout de suite, mais il peut pas reculer, là. Hein. Sinon, c'est fini. Ce Make America Great Again, encore une fois, ça marchera pas, c'est pas possible. C'est intéressant parce que, vous voyez, il a copié Singer, l'un des présidents les plus populaires des États-Unis. D'ailleurs, j'en parle dans le dernier tome de l'Histoire intime parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Et Ronald Reagan, qui, lui, a fait le contraire. C'est-à-dire, lui, il a cru au libre-échange. Il a fait une sorte de guerre, oui, avec la guerre des étoiles, il a fait peur à l'Union soviétique parce qu'il a fait un programme défensif qui rendait obsolète complètement le nucléaire. Et puis à un moment donné, les pauvres soviétiques qui ne pouvaient pas suivre, ils sont venus comme ça à la pêche. Et il y a ce célèbre sommet où Ronald Reagan propose la botte à Gorbatchev, qui la prend d'ailleurs en disant, voilà, on va faire des armements, c'est fini durant la guerre des étoiles. En fait, c'était un mirage, c'était quelque chose comme ça qu'il avait inventé. Mais si vous voulez, lui, il croyait au libre-échange. Mais évidemment, sur des bases, ne soyons pas des enfants. Vous parliez tout à l'heure de l'Europe. L'Europe a été longtemps très naïve. Elle n'est plus autant aujourd'hui. Et puis c'est vrai que quand quelqu'un vous fait ça, comme le fait Trump actuellement, c'est pas forcément la meilleure stratégie de dire bon allez nous on va multiplier par 5 aussi il faut pas rentrer dans ce schéma, il faut disons qu'ils comprennent à un moment donné, je sais pas s'il est capable de comprendre vite, ça c'est ça le problème, que tout ça c'est de la bêtise, Oui, mais c'est de la stupidité, il n'est pas capable de reconnaître qu'il s'est trompé. Est-ce qu'il est capable de trouver une raison, un motif pour reculer sur ces questions? Il y a beaucoup de choses qui jouent en sa défaveur, bien entendu. Mais moi, je suis toujours frappé quand même. Il a pris auprès de lui des gens qui l'ont traité d'imbécile, de taré, d'hystérique. J.D. Vance, le vice-président, il a quand même dit de lui, mais déjà il y a plus de 5 ans, enfin il y a 7-8 ans, je ne sais pas si c'est Nixon ou Hitler. Bon, c'est pas très gentil. Marco Rubio, le secrétaire d'État, le ministère des Affaires étrangères, il a dit des choses à peu près semblables aussi. Il les a quand même pris. Donc, si vous voulez, il est capable de, comment dire, d'accepter les critiques, de comprendre les choses, mais ça peut mettre du temps. Et là, on a l'impression qu'il joue avec la roulette russe, avec l'économie mondiale. C'est un peu ça qui se passe. Et c'est pour ça que tout le monde est un peu sidéré. Oui, mais comment ne pas l'être ? Les conséquences, personne ne mesure. Si ça continue, les conséquences, d'abord, récession mondiale, désordre planétaire, crise financière majeure. J'ai du mal à penser qu'il ira au bout. Je pense que, il va rester certainement sur la Chine. Il y a des choses à faire avec elle pour améliorer les choses. C'est-à-dire que ce soit... il y a quand même un semblant, non pas d'égalité, mais même si elle inonde l'Occident de ses produits, on peut quand même un peu discuter, quoi. Ça me paraît évident. Et puis, à l'occasion de ce qui s'est passé, je pense qu'il y a beaucoup de pays aussi qui vont comprendre, et c'est un point important, c'est l'histoire de la souveraineté industrielle dans certains domaines importants, stratégiques. Parce qu'on est allé très loin, on a tout laissé filer. Regardez d'ailleurs même... Ça peut être positif, y compris pour l'Europe, pour la France. Pour la France, pour l'Europe, c'est-à-dire des pays européens comme l'Allemagne ou d'autres qui achetaient systématiquement américains, leurs avions par exemple, qui ont dit oui, peut-être il faudrait prendre des Rafales. Vous voyez, peut-être une espèce de sorte de retour à une sorte de patriotisme économique qui est quelque chose d'important. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout protectionniste. J'ai fait mes études d'économie comme tout le monde et j'ai bien vu que ça ne marche jamais, ça n'a jamais marché. Oui. Mais en même temps, je pense que le patriotisme économique, c'est vraiment une réalité. Donc, j'espère que l'Europe va s'y mettre, enfin. Oui. Mais un mot quand même sur la politique internationale, parce que là aussi, il avait pensé régler l'affaire de l'Ukraine, régler la guerre à Gaza. Et là, on s'aperçoit que, il le dit lui-même d'ailleurs, il dit les Russes bombardent comme des fous en Ukraine. Il constate que ça n'a pas marché. La guerre à Gaza, les choses étaient quand même déjà faites quand il est arrivé, mais sur l'Ukraine, où là, il avait dit, je vais régler le problème en 24 heures, il a tout fait comme il ne faut pas faire.
C'est-à-dire que il a pris un parti, il a pris le parti de la Russie pour discuter avec l'Ukraine, le petit le petit oppressé, le petit attaqué. Et c'est lui qui est devenu. Et donc du coup, évidemment, Vladimir Poutine, joueur d'échecs, s'est dit, je vais en ramasser plus. Voilà, donc il essaye de grignoter, il gagne du temps, et donc il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir comme un bleu, parce que Trump, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, il est un peu mieux entouré. Maintenant, je dirais pas ça quand même tout à fait que la première fois, parce que la dernière fois, c'était quand même comique, son premier mandat. Hein, vous vous souvenez, c'était vraiment une bande de clampins. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Là, il y en a 2 ou 3 qui tiennent à peu près la route, pas plus. Mais on a le sentiment qu'il les écoute pas beaucoup, qu'il écoute personne. Hein, c'est ce que disaient d'ailleurs ceux du premier mandat qui se sont sortis ou qui ont été virés et qui ont raconté des horreurs après dans les bouquins en disant qu'il était incompétent sur tous les sujets. Et il décide, il tranche, etc. Oui. Non, mais là, ça ne peut pas durer. Et ça ne durera pas. Oui. Vous savez, la démocratie américaine, elle est très forte. Et il y a des contre-pouvoirs partout, et vous allez voir. Et même, par exemple, un organisme qui croit détenir, comme la Cour suprême, qui est à majorité conservatrice, je suis sûr qu'il n'atteindra pas si longtemps qu'il croit. C'est-à-dire, c'est le système américain, il est fait comme ça. Il est fait pour que les gens, je ne dis pas ne durent pas longtemps, mais en tout cas ne s'installent pas vraiment durablement. Mais alors, est-ce que ça va avoir des conséquences sur la France? Alors, vous disiez tout à l'heure, François-Olivier, évidemment, le programme économique de protectionnisme de Trump, c'est le programme du nouveau Front populaire. De Le Pen, le Rassemblement national. Et du Rassemblement national, LFI, évidemment. Il faut augmenter les tarifs douaniers. Augmentant les tarifs douaniers, c'est la meilleure façon de couler le pays. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'il faut retrouver nous-mêmes des forces en nous-mêmes pour réindustrialiser ce pays, ce qui devrait être une priorité, pour empêcher aussi ce pays de connaître ce qu'il connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un affaissement de sa production agricole. Alors c'est un pays agricole, c'est le pays, enfin c'est le jardin de l'Europe. Vous avez vu ce qu'on en a fait, hein? Aujourd'hui, il faut importer des produits d'Espagne ou d'ailleurs, mais il faut tout reprendre à zéro. On va pas continuer à importer des pommes comme on peut, et puis toute une série de produits que aujourd'hui, qu'on fabriquait autrefois, et qu'on exportait en masse. Oui. C'est pas possible. Donc il faut vraiment se reprendre. Et ça, l'Europe, c'est très bien qu'elle saisisse cette occasion pour se reprendre. Et si vous voulez, au lieu de laisser faire... Il y a une chance pour l'Europe. Je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais c'est vrai que pour une fois, il y a un bon chancelier en Allemagne. Ça fait longtemps. Le dernier, c'était Gerhard Schröder, social-démocrate, qui a littéralement sauvé son pays avec des tas de réformes. Après, il y a eu cette... je crois que c'est le mot qu'il faut employer, cette cloche d'Angela Merkel. Elle a quand même coulé son pays par démagogie en arrêtant le nucléaire. Hein, contrairement à ce qui se passe en France. Et puis enfin, Scholz, qui était pas beaucoup mieux. Bon, là, il y a Merz, qui quand même ne se fait aucune illusion sur l'Amérique. Et je crois que c'est important aussi, dans ces moments-là, que l'Europe, parce que vous savez, elle n'a pas saisi l'occasion de l'Ukraine, hein. Poutine a attaqué l'Ukraine, on s'est dit, ça y est, ils vont comprendre, ils vont lancer une défense européenne, il s'est rien passé vraiment. Enfin oui, il y a eu Mais Merz est arrivé, après ces élections, déjà en ayant critiqué Trump et en disant, voilà, il faut qu'on pense à une défense européenne, une défense européenne où la France d'ailleurs aurait évidemment, je dirais pas tous les pouvoirs, mais qui remettrait la France au centre, parce que pour des raisons économiques, elle ne l'est plus, mais... parce que on ne peut pas parler fort quand on a l'économie qu'on a, comme la France. Mais ce bouton, il n'y a qu'un doigt qui peut appuyer. Et ce sera forcément le doigt du président de la République, ça peut avoir, du président français. Oui, des conséquences, parce que quand Trump dit libérer Marine Le Pen dans son affaire judiciaire, qu'il apporte son soutien à Marine Le Pen, vous disiez le Front populaire et les filles aussi, qui quelque part, c'était un peu sur la même ligne sur certains aspects. Au fond, ça rabat les cartes en France si Trump échoue. Oui, je ne suis pas sûr qu'il ait une influence considérable sur les élections en France, mais c'est vrai qu'il y a chez le Trump actuel une tendance à s'immiscer dans les affaires françaises, et ça peut-être que les Français, les Allemands d'ailleurs, c'est la même chose qui leur arrive, si c'était un peu moins mêlé des campagnes électorales, s'ils avaient, les dirigeants en tout cas, s'ils avaient un peu moins parlé de Trump, en tout cas certains d'entre eux, je pense notamment d'ailleurs le Premier ministre britannique, qui avait des mots très durs. Aujourd'hui, il le paye, on a l'impression qu'il se venge. Vous voyez, il a pris
pris deux personnes qui disaient mal de lui, J.D. Vance et Rubio. Et puis en même temps, tous les Européens qui l'ont taclé depuis des années, ben, on a l'impression qu'ils se vengent sur eux. Et c'est très étrange parce que, vous voyez, Elon Musk a dit quelque chose de très sensé à un moment donné pour essayer de mettre un peu de paix là-dedans et puis d'intelligence, il faut bien dire. Il faudrait peut-être penser à une espèce de marché commun, vous voyez, entre la France, enfin l'Europe et les États-Unis. Mais ça, il n'est pas parti là-dedans. Il est parti pour nous faire payer tous dans une sorte de croisade contre le monde entier. Non, mais c'est très étrange. Ouais. Mais il n'est pas dingue, je retiens ça. Non, Et pas. je dirais C'est- Brunzingue, vous voyez, Ouais. des mots comme ça. C'est-à-dire, on voit que dans le passé, après des moments où il n'écoutait personne, il arrivait quand même à retomber sur ses pieds. Voilà, il faut quand même qu'il retombe vite, parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Puis il joue avec nous, avec notre économie, enfin, bien entendu, avec les Américains. Ce qui est important aussi, c'est les Américains, c'est-à-dire, comme il est quand même un peu sensible, c'est pour ça qu'il n'est pas fou complètement, vous voyez, il était très sensible, je l'ai dit précédemment, à Wall Street, il regardait toujours. Quand ça baissait, en général, après, il s'arrangeait pour retomber sur ses pieds. Et les sondages aussi. Et puis, les élections locales. Vous voyez, et forcément, comme tout responsable politique, il regarde ça. Ben, je vais vous dire, ça va pas être très bon. Donc, je vois pas comment il peut persister. Si il persiste, bon, ben, on est parti vers des années très, très, très compliquées. Merci. L'analyse de Franz-Olivier Gisbert. Merci, Franz. Alors, on va remontrer la une de ce dernier livre, hein, Tragédie française. Alors, on a presque envie de dire, voilà, ça continue, on attend le 4e volume. Oui, je Cette parle histoire de intime Reagan. de la 5e République. Avec, comment dire, quand on regarde ça du point de vue de l'histoire aujourd'hui, qui était vraiment l'anti-Trump. Ouais. L'anti-Trump, c'est-à-dire qui pouvait changer d'avis, qui, au fond, recherchait la paix et l'apaisement à travers un libre marché et qui, tout en dérégulant l'économie américaine, eh ben, je veux dire, n'était pas pour le libéralisme total qui est toujours celui du renard libre dans le poulailler libre. Merci. Franz-Olivier Gisbert était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Franz-Olivier.